Et c'est là que nous tournerons Bain de minuit ensemble, où chaque semaine, vous faisiez une séquence qui s'appelait Le chouchou de la semaine. Ah, c'était bien. Guy Cuevas, bonsoir. Bonsoir. Alors Guy, à l'âge de 19 ans, après avoir fui le Cuba de Fidel Castro, vous débarquez en France, où vous allez bientôt devenir le disquaire le plus branché de Paris. La musique du palace, c'est vous. Ensuite, ce seront les affres de la solitude et les ténèbres de la cécité. Mais aujourd'hui, vous revenez pour nous raconter une époque bénie. Alors on commence, Guillermo Cuevas Carrión. Absolument. Vous êtes né le 29 août 1945 à La Havane, à Cuba. À l'époque, le dictateur Batista est encore au pouvoir. Votre père est mécanicien. Alors votre père, c'était quand même un macho taciturne, très beau. Oui. Il avait des traits indiens un peu, hein? Oui, un peu, oui. Ouais. Oui. Et votre mère était blanche. Oui. Elle avait elle-même une mère française et c'est quelqu'un d'extrêmement élégant et raffiné. À la maison, on parle pas beaucoup. Du tout. On écoute la radio, on écoute du tango, on écoute de la bossa nova, on écoute des opérettes, ce qui fait qu'effectivement, vous êtes formé très jeune à la musique. Enfant, vous êtes très solitaire, vous jouez aux dames dans votre coin. Vous aviez peur des autres? Un peu, oui. Oui, du regard des autres. D'une façon innée, je crois que j'étais né pour être seul. Je m'intéressais aux choses qui n'intéressaient pas le petit gamin de mon âge. Et à l'école, vous avez des bonnes notes, mais vous ne vous mélangez pas aux autres. Non. Vous préférez la compagnie de votre maman. Vous dites, j'étais le mari de ma mère. Absolument. C'est toujours toujours dans les jupes de votre mère. Ça m'arrangeait bien. Voilà. Autre centre d'intérêt, Guy, c'est la littérature. Vous êtes un rat de culture très très jeune. Oui. Vous commencez à écrire des nouvelles, puis vous passionnez pour Chagall, vous passionnez pour Soutine. Vous voyez les films de la Nouvelle Vague. D'ailleurs, à Cuba, vous croisez Agnès Varda, Vanessa Redgrave et son mari, Tony Richardson. Donc, très bien jeune, renseigné, hein. Très jeune, vous avez été quand même attiré par la culture, quoi, par une dimension culturelle de la vie. En 1960, vous avez 15 ans et vous suivez les cours d'un atelier de dramaturgie. Vous fondez avec des amis une maison d'édition où vous publiez des nouvelles et vous découvrez Édith Piaf. À l'époque, alors que la plupart de vos amis rêvent des États-Unis, rêvent de New York, vous rêvez de Paris, en fait. Ce que je voyais dans les films de la Nouvelle Vague, il y avait un cinéma exprès à La Havane qui ne projetait que tous ces films-là, Hiroshima, Mon Amour, Les Amants, Jeanne Moreau, etc. Et tout ce Paris, tous les premiers films de Truffaut avec Léo, c'est Paris gris, où tout était gris, les parapluies noirs, tout. J'avais envie des pluies, de tout ce qu'on voyait. Alors, sexuellement, vous êtes homosexuel, mais vous baisez pas beaucoup, en fait. Vous avez Du tout, non, je me sentais coupable. En plus, j'habitais avec ma mère, mon père, mes deux sœurs. Et je ne découchais jamais, en plus. C'est en arrivant à Paris, on va voir ça plus tard. Ah, voilà, là, c'est autre chose. Là, on en va en parler. Oui. Puis je suis devenu tout terrain, surtout. Oui. Alors, à Cuba, à l'époque, personne ne regrette le dictateur Batista, parce que Batista, c'était la corruption, la prostitution, les casinos. Donc, quand Castro arrive, évidemment, personne ne regrette ce dictateur inféodé aux gringos américains. Au début, tout le monde adore Castro, mais les choses se gâtent. D'abord, la peine de mort est rétablie, il y a des prisonniers politiques, les traîtres, entre guillemets, sont fusillés. L'attraction, c'était de voir fusiller à la télé. Ah ouais. Des gens condamnés par Fidel Castro, on attendait l'heure pour voir les gens fusillés. On les voyait à la télé. Ah oui? C'était une horreur. Voilà, puis il y a aussi, il faut le dire, des rafles d'homosexuels qui commencent. Je suis passé à travers. Voilà. Et là, vous décidez donc de quitter Cuba. Vous voulez devenir ce qu'on appelle... C'est très péjoratif. À l'époque, on appelle ça un gusano, c'est-à-dire une larve. C'est-à-dire les gens qui quittaient le régime castriste étaient traités de larves. Mais ça ne vous gêne pas, vous avez quand même envie de partir. Oui. Et là, miracle. Vous rencontrez Fidel Castro chez sa maîtresse, Margarita, une actrice uruguayenne.
Oui. Et la scène est extraordinaire. Vous êtes chez Margarita et Castro arrive avec un jambon dans un torchon, quand même. Un cadeau de Noël pour elle, oui. Oui, oui. Et il arrive, et donc vous lui parlez, vous lui dites, voilà, j'aimerais bien voyager. Et il vous dit, appelle Incarnita, oui. Elle va s'occuper de toi. Et en fait, vous avez un cousin qui bosse à l'UNESCO à Paris, qui est prêt, non pas à vous accueillir, mais, disons, à faciliter votre voyage. Et Castro accepte que vous partiez à Paris, c'est quand même extraordinaire. Et donc, début janvier 1964, vous vous envolez vers l'Europe et vous arrivez à Paris. Alors, votre cousin qui bossait à l'UNESCO... Socrate. Alors, Socrate, il n'est pas super sympa, parce qu'il vous fait poireauter 4 heures dans le bistrot boulevard Gouvion-Saint-Cyr, quand même. Oui, absolument, en bas de chez lui, oui. Mais il vous fait même pas monter chez lui, Socrate. Non, du tout. Un enfoiré, non, Quel non, non. connard. Du tout. Et en plus, il vous amène non pas chez lui, mais dans un hôtel minable. Minable, où il a payé la nuit, il m'a laissé tout seul, moi avec tous mes doutes. Je regrettais déjà presque d'être là. Ici la voix. Oui, oui. Rien de très important. Je voudrais juste dire à Guy que c'est normal qu'il ne me voit pas. Oui. Oui, et je lui crois. demander pourquoi il imite l'accent de Victoria Abril. Mais je l'adore, la Victoria. Alors, à l'époque, vous partagez votre misère avec Nestor Almendros. Ça, c'était déjà plus chic. Ouais. Mais on était à la merde tous les deux. Oui, d'accord. Et vous deviendrez ce que vous êtes devenu, mais lui deviendra le directeur photo de Truffaut, de Romer, de Barbet Schroeder. Oscar. Ah oui, évidemment, c'est un type extraordinaire. Et alors, pour survivre à l'époque, vous faites des petits boulots, vous êtes agent de voyage, vous êtes manutentionnaire au printemps, vous passez l'aspirateur au BHV. Je ne savais pas passer l'aspirateur. Alors, tout va changer lorsque vous rencontrez Sévéro Sarduy, donc, qui était éditeur aux éditions du Seuil, et il vous trouve un job, vous mettez les livres dans les cartons aux éditions du Seuil pour les envoyer aux libraires. Oui. Voilà, c'est votre premier boulot dans l'édition. Absolument. Et là, vous rencontrez, grâce à Sévéro Sarduy, vous rencontrez Roland Barthes, que vous faites marrer, quoi, parce qu'il est très timide, Roland Barthes. Oui. Et vous lui faites des vannes libertines, donc oui, il rougit, mais il vous adore. Oui, oui. Mais c'est un dénommé Henri Guéné, le disquaire d'une boîte qui s'appelait Le Fiacre, qui va vous brancher dans le métier de DJ, de disquaire, comme on disait à l'époque. Et là, vous fréquentez le Nuage. Et alors, au début des années 70, vous devenez le bout en train du Nuage. Vous commencez à rencontrer des gens. Le leader Massimo Gargia. Ouais. Et puis Karl Lagerfeld, et puis Kenzo, etc. Ouais. Et alors, vous créez votre style, en fait. C'est-à-dire que quand vous passez aux platines, vous commencez à imposer le style Cuevas, c'est-à-dire que vous mélangez tout. Vous mélangez aussi bien du rock, que de l'opérette, que des bruits, que des effets sonores. Vous créez le style Cuevas à ce moment-là. Et le Nuage appartenait à Gérald Nanty, qu'on a tous connu, évidemment, au Matisse des années plus tard, et dont on salue la mémoire. Oui, absolument. Ouais. Et après Gérald Nanty, donc c'est Fabrice Hébert, vous êtes remarqué quand même par toutes les stars de la nuit parisienne, c'est Fabrice Hébert qui vous remarque, et vous devenez DJ d'une boîte mémorable, rue Sainte-Anne, qui s'appelle le 7. Absolument. Qui était une boîte toute petite, mais où il y avait tout le monde. Là, vous croisez François Sagan, Jeanne Moreau, Robert Hirsch, Francis Bacon. Saint-Laurent et Berger, bien sûr. Et Francis Bacon était quand même bien allumé, quand même, entre l'alcool et la cocaïne. Il était comme les peintures, comme ses peintures. Amoché, point de suture, le vieux beurre noir, puisqu'il était sadomaso, comme on sait. Et puis Guy, c'est aussi l'époque des top modèles. Oui. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait quand même toutes les plus belles filles du monde. Toutes. Et le 1er mars 1978, il y a 40 ans, Fabrice Hébert ouvre le Palace. Oh là. Alors, je voudrais dire à Stéphane Guillon que je n'ai pas les larmes aux yeux. Sur commande, connard. J'ai les larmes aux yeux parce que je suis ému. Tu verras un jour, ça peut t'arriver d'être ému. Tu verras. Alors, au Palace, la terre entière s'y bouscule, évidemment. Karl Lagerfeld, Yves Saint-Laurent. Quelques martiens, Kenzo, Mick Jagger, Andy Warhol. Et ce sont vraiment les
les dernières fêtes que Paris a connues, parce que depuis, malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup de grandes fêtes à Paris. On regarde le Palace. Eh oui. C'est quand même bizarre, Thierry. Ouais. C'est la dernière C'est fois. quand même bizarre qu'en voyant ces images, ça ne te procure aucune émotion. Tu Donc n'as pas de Stéphane cœur. Guillon a raison. Alors, en 1981, la fête tire à sa fin. Fabrice Emmer est malade, et non pas du sida, contrairement à ce que tout le monde raconte, mais d'un cancer de la vessie. Il commence à prendre de la coke sous l'influence d'un amant à lui. Il est ruiné, et arrive le sida. La fête est finie. C'est moi qui pleure. Et voilà, c'est la fin de l'insouciance, Oui. la fin du libertinage. Vous partez du Palace, Guy, sur un coup de tête, Oui. sans Oui. indemnité. Non, parce que j'ai pensé, je connaissais même pas ça. Je suis un petit émigré à Paris. Ensuite, vous vous retrouvez au bain-douche. Alors, effectivement, c'est tout à fait différent. C'est-à-dire que les patrons du bain-douche, à l'époque, c'est pas Fabrice Emmer, mais bon, c'est quand même encore une bonne époque. C'était bien. Vous croisez Robert De Niro, Jack Nicholson, Ah Roman oui. Polanski. Enfin, David c'était quand même- Bowie, tout le monde, C'était très oui, oui. sympa. Vous y resterez jusqu'en 1990. Et c'est là que nous tournerons Bain de minuit Oui. ensemble, où chaque semaine, vous faisiez Oui. une séquence qui s'appelait Le chouchou de la Ah, c'était semaine. bien. Et vous nous disiez les disques qu'il fallait écouter C'était chaque bien. semaine. On regarde. Le chouchou de la semaine. Alors, qu'est-ce que c'est cette Alors, semaine Première c'est semaine. quelqu'un qui n'est pas créateur de chauffeur chez Habitat, il est cousin de Pierre Dalby. Ouais, C'est quelqu'un dont on parlera beaucoup dans quelques années, qui a beaucoup de talent, qui a une voix exceptionnelle. c'est très Et chouette. C'est chouette, hein. Ouais. Qu'on pourra comparer à s'appelle Prince, comment, il à s'appelle Michael Jackson. D'ailleurs, il a le look déjà, non? C'est nouveau C'est un noir, un peu Américain? délavé, C'est un comme Américain ça, ou un un peu Anglais? opprimé. Il est américain, il est déserteur de l'armée. Et il habite en Angleterre. Il habite en Angleterre, il est numéro 1, il passera à Paris à la Cigale au mois d'octobre. Très bien. Et puis il est mignon, non? Il ressemble, c'est bien. il ressemble à Michael Jackson. Il est pas mal. bon, Terence Trent D'Arby. Oui, Terence Trent, lui aussi. Délavé, petiné, petit Il est pouce, parfait. là, il vient de voir. Et voilà, c'était les bains-douches, c'était Bain de minuit, Très bien. c'était ma première émission de télévision. Ensuite, il y aura le Niels, Ça, le c'était Barrio moins bien. Latino. Vous perdez la vue à ce moment-là, vous commencez à... Je commence, oui. Et Oui. là, c'est le drame. Vous dites, ma vie a basculé du 3e étage au 4e sous-sol. Oui. C'est le plombier du Barrio Latino Oui. qui vous dégote un meublé en banlieue à Thiers, dans le Val-de-Marne. Alors Thiers, c'est vrai que c'est Minable. terrible parce que Thiers, c'est une ville qui est célèbre pour son cimetière. Eh ben, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Vous allez quand même y rester 14 ans, Guy. Oui, 14 ans. 14 ans dans un petit appartement, tout seul. Vous écrivez à tout le monde. Personne ne vous répond. Je ne donnerai pas la liste, par délicatesse, de gens qui m'ont même pas daigné me répondre, que je côtoyais d'avant. Et voilà, passons à autre chose. Ouais. Là, c'est la dépression. Ah oui, un peu, oui. Surtout qu'en plus, la justice de la canne blanche, je n'étais pas sûr de moi, j'étais abandonné, je contemplais le plafond. Et comme on ne voit pas
Alors, tu te mets sur les balcons et c'est très facile de se laisser aller. Ouais. Ça a commencé à mieux aller quand j'ai découvert, par hasard, comme tout dans ma vie, par un chauffeur de taxi, l'association Valentin, oui, je peux la citer, qui est la principale pour les handicapés visuels. Ça m'a un peu commencé à me redresser. Et c'est sûr, il y a Valentin, oui, puis il y a aussi Kenzo. Oui, Kenzo oui, dernièrement, c'est lui qui m'a tiré de qui l'eau. vous installe dans un studio dans le 16e arrondissement. Maintenant, où vous vivez dernièrement, les actuellement. pianos, oui. Bravo. C'est lui qui m'a sauvé, oui. Voilà. Et après ça, bon, voilà, on dirait qu'il y a une nouvelle vie. Peut-être que c'est un tunnel que j'ai mérité, je ne sais pas. Mais depuis un an, oui, tout va bien. Tout va bien? Oui. Et Jean-Paul Goude a dit que vous portiez très bien la canne blanche. Oui. C'est vrai? Ben, j'essaye, merci. Ouais. J'essaye, en tout cas. Tu me vois souriant, ça va? Oui, vous êtes très bien. Ça se ressent. Ça fait plaisir de vous voir. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.